parler d'innovation et de nature. Beaucoup d'entre vous me connaissent parce que j'ai évolué depuis 10 ans maintenant dans ce bel écosystème qui est 50 Partners, depuis le jour où 50 a décidé d'investir en moi et en mon projet après une minute de pitch dans l'ascenseur de la Tour Eiffel. Dès le départ, dès ce moment-là, j'avais déjà cette envie, cette ambition d'investir mon temps, de l'engager pour construire un monde plus durable, plus vivable, plus désirable, avec une intuition peut-être presque un peu égoïste de se dire que finalement, l'environnement, c'est notre terrain de jeu, à nous, êtres humains, et que si on veut continuer à jouer, eh ben, il vaut mieux le préserver. Alors cette intuition s'est transformée dans un sens un peu plus altruiste qu'égoïste à un moment donné et en une vraie conviction. Et du coup, j'ai monté cette entreprise qui s'appelle Glowy et qui utilise des systèmes de lumière biologique, des bactéries marines pour éclairer la ville différemment. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est un projet d'une ambition absolument exceptionnelle et qui, de par probablement sa philosophie de collaboration avec la nature, a aussi beaucoup intrigué et a tout de suite gagné une véritable adhésion qui s'est transformée et qui s'est montrée à travers 8 millions d'euros levés, à travers 3000 articles dans les médias, à travers des centaines de conférences dans le monde entier. Et en fait, qui s'est derrière concrétisé en pas seulement une adhésion, mais vraiment un produit, un projet, avec la première installation au monde d'un mobilier urbain bioluminescent. Et malgré toute cette adhésion-là, malgré vraiment la volonté que ce projet marche d'une très grosse communauté, le projet s'est arrêté et ça a stoppé net l'été dernier. Peut-être un peu trop tôt, peut-être que voilà. En tout cas, on n'a pas trouvé le marché financier qui allait pouvoir continuer à financer la suite de l'aventure. Et pour autant, ça a été une très belle page avec des beaux résultats. Aujourd'hui, la boîte a été vendue par le tribunal de commerce. Donc l'aventure va continuer. J'espère que la Buissance pourra exprimer tout son potentiel. En tout cas, ce n'est pas pour vous déprimer ni pour m'apitoyer sur mon sort que je suis là aujourd'hui avec vous, mais plutôt parce que malgré ce qui s'est passé, cette aventure m'a vraiment apporté une leçon absolument incroyable, a complètement changé ma manière de voir le monde, ma manière de voir l'innovation, en m'ouvrant complètement les yeux sur ce que la nature avait à nous offrir. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. En réfléchissant avec le recul à tout ce que je pouvais faire pour concrétiser un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, j'ai un peu défini mes accords Toltec à moi. Le fait de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement s'inspirer de l'ingéniosité de la nature dans sa résilience, dans sa capacité de robustesse? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi profiter finalement du potentiel que peut nous offrir l'intelligence artificielle dans sa capacité à rationaliser, à optimiser, à aller fouiller des données, à aller les convertir en quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas imaginé? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi simplement croire dans ce besoin de progrès positif de l'humanité pour rester optimiste face à la situation à laquelle on fait face aujourd'hui? Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne une espèce de triptyque des intelligences, où je me dis que finalement, peut-être qu'une des solutions et une des voies de la sagesse, ce serait de se dire, est-ce qu'on ne peut pas intelligemment et judicieusement combiner l'intelligence naturelle avec l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Et peut-être que ça peut nous amener un équilibre et des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant, en regardant un peu avec des lunettes différentes. Alors, je ne vais pas vous reparler d'intelligence humaine. Elle est connue, reconnue, utilisée. Ce n'est pas vraiment le sujet. L'intelligence artificielle, c'est quelques dizaines d'années d'histoire. Encore finalement la préhistoire dans cette histoire-là, mais un potentiel qui est quand même aujourd'hui bien dessiné et puis surtout une révolution qui est véritablement entamée. Là où pour le coup l'intelligence naturelle, qui pourtant elle a 3,8 milliards d'années d'histoire, est finalement assez peu utilisée dans nos quotidiens. Et c'est évidemment tout le message que je veux faire passer aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut transformer, utiliser cette intelligence mieux. Ce qui est intéressant avec cette forme d'intelligence naturelle, c'est que ce n'est pas une intelligence intentionnelle. La nature ne cherche pas à être performante, elle cherche juste elle a une espèce de mécanisme de test, d'essai, erreur, des mutations qui sont de manière aléatoire, et seules les solutions les plus efficaces, et non pas les solutions les plus performantes, c'est-à-dire que c'est la solution qui va répondre le mieux, sans en faire plus, sans en faire moins, aux besoins de survie, qui va perdurer. Et ça, c'est un mécanisme qui est hyper intéressant dans lequel on peut vraiment s'identifier aujourd'hui comme une nouvelle méthodologie aussi d'innovation. Pas de chercher la performance, mais juste chercher l'efficacité. Évidemment, dans l'innovation, aujourd'hui, il y a déjà cette inspiration de la nature. Vous avez tous peut-être des exemples en tête. Je vais vous en présenter quelques-uns. Le message aujourd'hui, c'est de se dire que le potentiel, il est bien plus grand. Et donc de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut aller le chercher.
toute cette histoire a fait que la nature, finalement, elle est devenue l'usine la plus propre qui soit, avec une circularité exemplaire. Chaque déchet est une ressource pour un autre, avec une efficacité, une robustesse et une résilience incroyables, avec aussi une approche collaborative qui est étonnante, et une beauté qui est sans égale. Et je pense qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, parce que si on veut créer des futurs désirables, il faut aussi prendre en compte le beau, l'émotion et la poésie qu'on peut apporter dans nos solutions. Si on regarde un peu quelques innovations, on se rend compte typiquement qu'on est capable, simplement en s'inspirant de la manière dont sont structurées des termitières, de créer des bâtiments qui fonctionnent sans climatisation, qui consomment 35% de moins d'énergie et qui pourtant sont thermorégulés dans des pays où pourtant il fait très chaud. On peut aussi produire de la pierre à température ambiante, comme notre corps produit des dents ou des os qui sont extrêmement solides, sans besoin de chaleur, là où nous, aujourd'hui, on produit du béton à 1500 degrés, et ce qui donne comme conséquence 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est capable de produire ce genre de matériaux en imitant les process qui sont faits dans la nature. On peut aussi restaurer des écosystèmes en s'inspirant non pas seulement formellement de comment les récifs évoluent, mais de la manière dont ils interagissent avec le vivant, avec Seaboost qui a restauré plus de 5400 mètres cubes de récifs. On peut aussi travailler sur des sujets d'efficacité énergétique, s'inspirer de manière complètement contre-intuitive des nageoires de baleines à bosse pour faire des pales d'éoliennes qui soient beaucoup plus performantes et qui augmentent de 20% le rendement. On peut aussi dépolluer les sols, simplement avec des champignons, en recréant des écosystèmes et faire en sorte que les champignons puissent eux-mêmes se nourrir de polluants qui sont dans le sol pour les nettoyer. De manière à, peut-être que vous avez déjà entendu cet exemple, le Shinkansen, le train japonais, a été inspiré du martin pêcheur et ça lui a permis d'avoir une réduction d'énergie de moins 40% par rapport à un train classique et moins 20% de la réduction du bruit, simplement en s'inspirant des principes physiques de l'aérodynamisme du martin pêcheur. Et dans un domaine qu'on attend peut-être un peu moins, la cosmétique, on peut se poser la question de savoir, une des problématiques, c'est la consommation d'eau. Comment est-ce que demain, on se lave sans eau? L'hygiène qui est responsable de 40% des eaux domestiques. Et bien finalement, une entreprise comme L'Oréal s'intéresse à des principes de langue de chat, la langue de chat qui va laver, nettoyer, enlever les bactéries, le tout sans eau. Donc on se rend compte que c'est très transsectoriel, qu'il y a plein de choses à faire, mais qu'évidemment le potentiel, il est en fait infini, bien plus puissant que ces quelques exemples que je viens de vous donner. Aujourd'hui, nous, en faisant travailler une intelligence artificielle, on a réussi à réunir plus de 200 000 stratégies du vivant qui ont été identifiées à travers 4 millions d'articles scientifiques qui sont aujourd'hui disponibles dans une base de données et actionnables demain pour être transformées en principe de conception dans l'industrie. Alors vous allez me dire, ça paraît hyper facile, ça paraît incroyable, pourquoi est-ce que toutes les entreprises ne se sont pas déjà appropriées cette méthodologie d'innovation et s'inspirent de la nature? En fait, il y a des freins. Il y a des freins à tout ça, évidemment. Alors quand on est entrepreneur comme moi, les freins, c'est plutôt des opportunités. Et donc c'est là-dessus que j'ai basé ma nouvelle aventure, mon activité qui s'appelle Anima et qui est un venture studio qui a vraiment pour objectif d'aller développer un maximum d'innovations biomimétiques pour les mettre sur le marché et avoir un véritable impact. Je vais vous expliquer un peu quels sont les freins qui permettent d'aller chercher ça à travers notamment cette activité. La première, et je vous invite tous à le faire de manière individuelle, c'est changer sa manière de concevoir et de percevoir la nature. Ne plus considérer que la nature est une ressource, mais que la nature est finalement un manuel scolaire qu'on peut aller regarder, lire, de quel on peut aller apprendre pour créer différemment. Le deuxième, c'est de faire converger le monde du vivant avec le monde économique. Aujourd'hui, il y a une densité de projets de recherche absolument énorme sur le biomimétisme dans le monde entier, et la France est un très très bon élève en la matière. Mais pour autant, il y a peu d'impact parce que ça ne se transfère pas derrière au stade des entreprises. Et donc c'est évidemment tout le positionnement d'un studio comme le nôtre d'aller chercher ces innovations incroyables et de faire en sorte qu'elles puissent aller jusqu'à leur impact en utilisant comme vecteur finalement l'entrepreneuriat et la finance. Et la troisième clé, c'est vraiment de concevoir des outils qui vont permettre de rendre le biomimétisme accessible aux innovateurs, à tous les gens qui veulent innover. Aujourd'hui, il est inaccessible parce qu'on parle de biologie et qu'on n'est pas tous biologistes, qu'on n'est pas forcément capable d'aller chercher la bonne donnée, d'aller la comprendre, de la transcrire et de la traduire dans des principes de conception assez classiques. Et donc aujourd'hui, on développe toute une suite d'outils qui permet justement, avec un soutien incroyable de l'intelligence artificielle, d'aller chercher la bonne technologie dans le vivant, la bonne stratégie du vivant pour répondre à un problème donné avec lequel on interroge le vivant, sur lequel on va pouvoir derrière traduire en principe de conception et que n'importe quel ingénieur R&D va être capable demain en fait d'utiliser ces mécanismes de la nature comme une solution, comme il aurait pu utiliser une loi physique qu'il aurait apprise au fil du temps. Donc ce que j'avais juste envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre la nature juste à notre table, autour de la table, comme le traiter comme un collaborateur, comme un autre, pour innover ensemble avec la nature. Merci.